Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les deux gars d'AdWord. Chaque semaine, nous retrouvons nos deux experts qui s'affrontent pour déterminer qui dominera le monde de Google Ads. D'un côté, Jason Keenan, le magicien du 514 qui transforme les mots-clés en or. Et de l'autre, Francis Davio, le stratège du 418 qui bâtit des campagnes aussi solides que les remparts de la ville de Québec. Est-ce que ce sera la finesse de Montréal ou la stratégie de Québec qui triomphera? Restez à l'écoute pour un débat aussi instructif qu'excitant. C'est parti pour les deux gars d'AdWord et que le meilleur gagne. Salut Francis! Hey, salut Jason, comment ça va? Ça va toi? Oui, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, j'ai apporté quelqu'un en renfort pour le 514. Parce que la semaine dernière, on a eu un petit invité, mais Émilie, tu ne savais pas, mais quelqu'un 418 était là, puis ils n'ont pas été très gentils avec moi. Bon, ben là, je vais être de ton bord. Voilà. Aujourd'hui, on accueille Émilie. C'est la troisième fois, si je ne me trompe pas, qu'elle vient nous voir. Exact. C'est la première fois qu'on va la voir, parce qu'avant, on était juste audio, là, on est vidéo aussi. Fait que, bienvenue, Émilie, présidente de MixoWeb, une agence marketing dans 514. Oui, ça n'est pas juste le 514, mais c'est pas grave. Je devrais dire auteur de 3 livres maintenant. Ben oui. En fait, je suis rendue à 8 livres maintenant, mais il y en a effectivement, il y en a 4 sur le marketing numérique, puis un dans le domaine des affaires, puis 2 pour les enfants. Fait que, j'aime beaucoup les livres. Et j'étais loin, là. Wow. J'en ai fait beaucoup depuis qu'on s'est vu la dernière fois, je pense que c'est ça l'affaire. Ouais. Bon, il y a eu comme une pandémie où est-ce qu'il y avait plein de temps libre. Hein? On avait du temps, c'est ça qui est arrivé. Super. Puis aussi, tu es enseignante maintenant. Oui, exactement, sur le sujet du marketing numérique. Pas grand-chose que tu fais pas, finalement. Je pense que j'aime ça avoir des projets. Oui, c'est ça. Ah, ben super. On est content que tu sois sur l'émission aujourd'hui. On va parler encore un peu de SEO, ta grande force. Puis, on va parler d'un petit peu l'intelligence artificielle. Ça ressemble à quoi dans ce monde de SEO-là en 2024? Puis, on parle un petit peu des mots-clés. On va parler... Ben, en fait, si toi, tu as des questions de mots-clés aussi pour nous, à propos de Google Ads, on va faire une petite comparaison entre les deux, sans toi à l'aise de poser des questions. Fait que sans plus tarder, Francis, attends-tu de poser la première question pour notre invité? Ben oui, ben écoute, t'as déjà pas mal mis la table, mais je pense qu'on a des gros défis qui s'en viennent en 2024 par rapport justement à l'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus de contenu qui est généré. Fait que j'aimerais ça avoir ton point de vue de professionnel sur comment est-ce que, comment est-ce que le SEO va changer en 2024, puis comment est-ce que l'intelligence artificielle va avoir, quel rôle ça va jouer en 2024 dans le SEO? Hey, merci de m'inviter pour ce sujet-là. C'est vraiment un sujet que je trouve passionnant, qui est super intéressant, puis auquel les gens sont pas encore assez formés ou informés, je trouve, autant dans mon industrie qu'en général dans le monde des affaires. On voit déjà une modification au niveau du référencement, donc de la façon dont Google référence le contenu en ligne. Il y a déjà une différence qui est arrivée, là, qui est à cause de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Ça va juste aller j'allais dire en s'améliorant, il y en a qui vont dire en empirant. Je pense que c'est plus comme une modification, puis faut rentrer là-dedans. Là. Je veux dire, ça évolue vite, puis il faut être à l'affût de ça, puis rentrer là-dedans. L'intelligence artificielle, ça n'a pas juste ses bons côtés. Tu sais, de prime abord, je veux le dire, au niveau des droits d'auteur, c'est pas, tu sais, je suis autrice de plusieurs livres, là, on en a parlé, j'ai créé beaucoup de contenu dans ma vie au niveau du marketing numérique, mais les droits d'auteur sont zéro pris en charge en ce moment par les intelligences artificielles, autant au niveau du contenu écrit que du contenu plus photographique, image, illustration. Okay, c'est pas pris en charge. Il n'y a pas de législation encore à ce niveau-là qui inclut l'intelligence artificielle. Donc, faut y penser quand on les utilise, mais il faut y penser aussi quand on crée du contenu et qu'on le met en ligne et dans le fond, on peut le mettre en ligne de façon non utilisable pour les intelligences artificielles ou le mettre en ligne comme avant, où là, les IA vont les utiliser. Ce qui est mon choix actuellement. Moi, quand je crée du contenu sous mon nom maintenant, il est utilisable là, par l'IA parce que j'utilise beaucoup l'IA aussi dans le cadre de mon travail. Je pense que si on l'utilise de la bonne façon, correctement, on va être capable d'améliorer beaucoup notre efficacité au travail, donc d'être efficace, de travailler plus vite, d'arriver à nos fins. On peut même brainstormer avec ces outils-là, mais il faut juste garder en tête que les droits d'auteur, pour l'instant, est plus ou moins respectés, si on veut.
Au niveau du référencement, ce qu'on voit, c'est que Google référence moins bien les contenus qui sont générés par l'IA. Google dit qu'il est capable de déterminer qu'est-ce qui est généré par l'IA ou pas. Dans la réalité, il ne sait pas tant que ça, parce que bien que l'IA a une certaine façon de s'exprimer, on peut entraîner une IA, exemple ChatGPT, à s'exprimer comme on veut. À force de le corriger, de le faire retravailler, de lui donner des prompts de plus en plus précis, il va finir par écrire de la même façon que la personne qui est en train de l'entraîner, si on veut. T'sais. Puis moi, j'ai fait le test, là, j'ai plusieurs channels dans ChatGPT, dépendamment du ton que je veux utiliser, de qu'est-ce que je veux dire, de quelle entreprise pour quelle entreprise on essaie de faire du contenu. Puis il apprend rapidement, il s'adapte. Fait que oui, Google a beau dire qu'il se rend compte quand c'est du contenu créé par l'IA puis qu'il les référence moins bien. Dans la réalité, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas tant vrai. Google s'en rend pas tant que ça compte si on l'a bien travaillé. C'est sûr que si on fait un petit prompt bien ordinaire, une petite phrase de rien, qu'on lui demande quelque chose, qu'on copie-colle ça sur notre site web, c'est peut-être pas efficace. Ça prend un humain qui va le retravailler puis qui est vraiment habitué avec les prompts. Est-ce que tu considères que le contenu qui est généré par l'IA a moins de valeur qu'un contenu, disons que tu l'as bien organisé, tu l'as bien prompté, tu as mis tes références, tout ça. Est-ce que ça a moins de valeur en termes d'information que quelque chose qui a été rédigé par un humain? Ben, c'est ça l'affaire. Non, ça n'a pas de moins de valeur. Puis pour l'avoir testé puis avoir vérifié les informations, en général, et c'est pas 100% du temps, fait en général, c'est vraiment bon ce qu'on réussit à sortir de ChatGPT. Par contre, et autres IA, il y en a plein d'autres, mais ça prend un humain derrière, tu sais. Ça prend un prompt qui est vraiment complet, ça prend une certaine expérience pour l'écrire, cette demande-là, tu sais, que ça soit clair, que ça soit précis. Faut y donner des informations aussi, là. Il invente parfois certains bouts d'informations aussi. Fait que, il faut s'assurer que c'est véridique, qu'est-ce qu'il nous dit. Fait que c'est sûr que si on cherche des trucs avec des statistiques ou des données, puis que c'est relativement récent, ou peut-être un peu moins. Mais si on cherche des trucs qui sont plus de la création de contenu pour des articles de blog, des publications sur les médias sociaux, des infolettres, on veut lui faire retravailler, exemple, une page web qui va être mieux référencée au niveau du SEO, au niveau de certains mots-clés. Ça, il est tout capable de faire ça si on lui demande de la bonne façon. Là. Je pense que je vais y aller, excuse-moi, je te coupe, Jason, parce que là, vous êtes 2 contre moi, puis j'ai pas le choix. Mais, ouais, c'est ça, je pense que le fait de bien structurer, de bien les réfléchir, nos questions, ça va apporter de la valeur, versus, il y a comme une plaie aussi de gens qui se mettent à produire à outrance du contenu sans trop réfléchir, juste pour avoir beaucoup de publications. Il y a des gens qui font ça sur le pilote automatique aussi, juste... je pense que même Jason pourrait nous monter un flow comme ça, juste on appuie sur le bouton, puis tout, ça génère, ça se publie, mais il n'y a pas de check-up à faire en bout de ligne. Je pense que ça devient un gros enjeu. Ouais. Puis la qualité de l'information globalement sur en fait, dans les résultats de recherche, c'est là qu'on paye le prix. Ouais. Oui, puis tu sais, c'est bien beau d'avoir des mots, là, d'avoir des phrases, d'avoir du contenu informatif intéressant et véridique, etc. Mais au final, ce qu'on veut, c'est attirer des clients. Hein? Fait que tu sais, s'il n'y a aucune authenticité, aucune relation de confiance qu'on bâtit en ligne avec ces gens-là, ben, je suis pas certaine que ça va vraiment se transformer en vente. Donc, tu sais, je pense qu'on peut utiliser ces outils-là pour se sauver du temps et garder notre valeur ajoutée comme humain là où on en a vraiment. Donc, générer des émotions, être authentique, montrer des vrais humains, montrer ce qui se passe derrière un peu la caméra, tu sais, ce qu'on fait en arrière de notre business, ben ça, aucune IA peut l'inventer. Là. On peut bien s'inventer des fausses photos puis des fausses personnes, mais là, on n'a pas d'authenticité, on n'a pas de confiance. Tu sais. Fait que ça va toujours être fait par un humain au final. Ben, tu parlais plus tôt que Google, présentement, il y a un petit peu de la misère à détecter que ça a été généré par IA. J'imagine qu'avec le temps, ça va probablement changer. On va vouloir pouvoir détecter plus facilement, justement, pour les droits d'auteur, qu'est-ce qui a été copié ou non. Mais pour le commun des mortels aujourd'hui qui a un site web qui veut juste faire du contenu, ce que je comprends, dans le fond, c'est que tu ne recommanderais pas nécessairement de faire générer du contenu puis juste le faire un copier-coller puis le mettre sur ton site. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est au moins avoir un œil humain dessus, modifier un peu quelques trucs, le rendre plus chaleureux peut-être, moins...
faut le rendre un peu plus humain, effectivement, tu sais. Puis on peut demander à ces IA-là de rajouter un peu d'émotion, tu sais, de créer des textes qui sont un peu plus émotifs, mais tu sais, ça reste que c'est quand même un robot en arrière de ça, fait que c'est pas nécessairement encore sa force. Des fois, tu sais, il est capable d'écrire de façon un peu plus chaleureuse, tu sais, d'une façon chaleureuse, mettre du tu au lieu du vous, là, mais tu sais, ça reste assez limité. Tu sais, ils feront pas complètement tout, là, dans le sens que il peut même écrire un bout de texte, tu peux aller sortir une photo ailleurs, mais un coup mis ensemble, il y a peut-être un petit peu de retouche à faire, là, il y a un petit peu de travail, tu sais, fait que oui, tu sais, il y a un peu de travail, puis si on veut pas être toutes pareilles aussi, tu sais, dans le sens que s'il y a deux entreprises dans la même industrie qui font faire leur texte dans des IA, puis que ça se ressemble trop, ben, au niveau du consommateur, c'est assez nul, là, dans le sens que ça tombe flat. Il y aura pas d'intérêt, il y aura pas le petit spark supplémentaire. Donc, je pense que ça fait des bonnes bases. Ça fait du bon texte, ça permet aussi à des gens qui sont pas capables de structurer des idées ou que c'est pas nécessairement leur force de structurer puis d'écrire des longues phrases ou des trucs qui sont plus complets. Mais ça permet de donner une base, un bon début. Puis après ça, ben l'humain repasse derrière puis met ça au goût du jour, met ça à sa couleur, sa personnalité, puis c'est le fun, là, tu sais. Juste m'imaginer le monde qui prenne avantage du système en ce moment où est-ce que justement ils vont dire ils détectent pas trop, fait qu'on va faire plein de contenu, tout automatisé, copier-coller sur leur site web. Puis je peux imaginer aussi qu'un jour, une fois qu'on peut détecter plus que ça a été fait, imagine le nombre de contenu qu'il y a qui va te faire flaguer comme quoi que c'est plus bon soudainement. Là. Ça a peut-être fonctionné bien au départ, mais là, c'est... Peut-être, mais en même temps, c'est rare qu'il fait du copier-coller, dans le sens que, tu sais, j'ai fait souvent le test, là, d'essayer de faire sortir En fait, ce que je faisais faire, c'est que je faisais sortir un article de blog que moi, j'avais déjà écrit, mais je ne donnais pas mon article. Fait que je disais le même sujet, je disais de m'écrire un article de blog là-dessus, puis je le comparais à l'article que moi, j'avais écrit quelques mois avant. C'était différent, mais assez semblable. Puis là, j'essayais de copier-coller des phrases. Je les sortais de ChatGPT, je les mettais dans Google pour voir s'il y avait copié-collé des bouts de phrases. J'ai jamais rien trouvé de conséquent. T'sais. Fait qu'au final, le contenu était assez semblable à ce que moi, j'avais sorti complètement de ma tête. C'est sûr que même moi, mon contenu est disponible pour l'IA. Fait que c'est sûr qu'il pige dans mon contenu. Là. Moi, j'en ai écrit plein de contenu dans ma vie. Fait que c'est sûr qu'il pige un peu là-dedans aussi, là, sur ces sujets précis-là, mais tu sais, ça reste qu'il rephrase assez, ou il va chercher des trucs dans d'autres langues, puis il les traduise en français ou en anglais, ou peu importe. Fait que, est-ce que ça va être vraiment flagrant, même dans le futur? Je sais pas, tu sais. Je sais pas à quel point ça va être possible de flaguer. Un autre gros truc, tu sais, là, on parle beaucoup de création de contenu, mais tu peux y faire sortir du code HTML aussi. Mais, c'est pour développer certaines portions de site web ou certains trucs. Sauf qu'il y a des droits d'auteur là-dessus aussi. Et ça, c'est plus difficile à modifier, tu sais. Ça se fait, là, mais en général, je pense que ceux qui l'utilisent pour faire du code, je pense pas qu'ils le modifient tant que ça. Ça, par exemple, ça va être ça va être plus facile, en tout cas, de le flaguer. À moins qu'il y ait une nouvelle façon de tout modifier ça. Là, pour l'instant, je pense que les gens font assez du copier-coller de ce que j'ai vu. Fait que ça, c'est une autre affaire. Ça va être dans la qualité, éventuellement, de ce qu'on fait produire, je pense, versus ceux qui ont fait juste générer du contenu sans trop réfléchir, qui l'ont... parce que là, je vais trahir mon âge encore un peu, mais... Ça me fait penser un peu à mes débuts à moi quand je faisais du SEO au début. Puis les techniques, c'était de mettre plusieurs fois le même mot-clé dans la même couleur que le background pour augmenter son ranking. Éventuellement, Google a fini par le flaguer puis dire, regarde là, le grand réveil. Ben oui, ça évolue vite. T'sais, ça aussi, ça va évoluer, puis les gens vont s'adapter, puis les gens de l'industrie aussi. Puis c'est correct aussi, à un moment donné, qu'on ait d'autres outils pour travailler. Il faut juste qu'on s'assure de respecter les lois locales, dans le sens qu'au Canada, on en a des droits d'auteur. Il y a des lois qui ont été passées là-dessus. Il faut respecter ça. Ça va prendre une adaptation, jusqu'où ça va aller, comment ça va s'organiser, comment les gouvernements vont s'organiser. Ça va prendre du temps. Mais à un moment donné, il va falloir s'adapter à ça aussi, tu sais. Puis je pense que ça va être positif. Puis tu sais, j'ai vraiment les deux côtés de la médaille, là. J'en ai fait du contenu, mes droits d'auteur sont tous utilisés par l'IA, là, en ce moment, là. J'ai aucune rémunération pour le contenu qu'ils utilisent. Et ils utilisent probablement tous mes contenus de mes 8 livres, puis de tout mon blog, puis de tout ce que j'ai déjà écrit, tu sais. Fait que, puis de notre côté, je l'utilise l'IA pour retravailler certains de mes propres articles de blog. Fait que je donne mon propre contenu, là. Des fois, je copie-colle un article que je suis en train d'écrire, puis je demande de me le retravailler selon certaines variables. Donc, tu sais,
j'ai pas de réponse actuellement. Comment qu'il faudrait articuler ça pour que les droits d'auteur soient plus respectés, parce que d'un certain sens, ça n'a pas de sens. Mais qu'on puisse utiliser l'outil qui existe actuellement puis qui permet de sauver du temps, qui permet à des gens aussi d'aller plus loin dans leur propre business avec des budgets moindres. Ça reste que c'est intéressant. Tu sais, ici, au Québec, on est une industrie de PME. Fait que c'est des gens qui portent un paquet de chapeaux en même temps, qui essaient de tout faire pour que ça fonctionne, leur petit business, puis au final, ça leur permet peut-être de sauver des coûts, là. Fait que... Oui, c'est sûr. Absolument. Mais justement, si on parle de l'avenir, pour la prochaine question, est-ce que tu peux nous parler un peu des stratégies clés qu'on pourrait utiliser en 2024? Pas nécessairement reliées à l'IA, ça pourrait, mais tu peux nous parler un petit peu de ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, je pense que, tu sais, il y a quelques années, on mettait énormément d'importance au niveau du référencement sur la création de contenu. Tu sais, moi, je disais tout le temps à mes clients, ça vous prend un blog que vous allez alimenter, ou une portion nouvelle ou une portion réalisation, en tout cas quelque chose qui crée du contenu, puis il faut le mettre à jour souvent. Là, la création de contenu nouvelle, donc sous forme d'actualité, a perdu beaucoup de valeur aux yeux de Google, aux yeux du référencement. Ça a encore une certaine importance. Au niveau du référencement, ça en a encore une, là. C'est juste que c'est moins important qu'avant. Mais au contraire, ce qui a pris beaucoup d'importance, c'est la qualité du code du site web. Tu sais, le site web, ça doit être rapide. Il faut pas qu'il y ait plein de codes qui traînent, de lourdeur avec plein de plugins d'exemples inutilisés, puis du code HTML qui traîne là, puis qui est compliqué pour rien. Tu sais. D'avoir des sites web qui sont slick, simples, fonctionnels, rapides, ça a une importance vraiment accrue depuis quelques temps. Puis je pense que ça fait du sens aussi vu comment tout ça évolue. Tu sais. Fait que, mais je dis pas de plus créer d'actualité sur le site web. Il faut quand même montrer aux yeux de Google que le site web est vivant. Puis de toute façon, en créant du contenu, ça donne du contenu ailleurs. Infolettes, réseaux sociaux, ça donne des trucs à dire, ça oblige l'entrepreneur à se poser des questions sur son entreprise, à la faire évoluer, son message, à parler à ses clients. Donc ça aura toujours une place au niveau du marketing, mais au niveau du référencement, ça a perdu un peu d'importance au profit du code en arrière du site, si on veut. Okay. Est-ce que tu trouves que tes clients ou en général, le monde néglige de créer du contenu? Oui. Définitivement. Moi, je travaille beaucoup avec des PME, avec des OBNL, donc avec des entreprises relativement petites. Donc, il y a un manque de temps au sein des équipes pour créer du contenu. Parfois, ils l'externalisent, évidemment, là, chez des agences comme la mienne ou avec des pigistes ou autres. Et là, ça crée un certain volume de contenu sur leurs médias sociaux et ailleurs. Mais quelqu'un qui essaie de tout faire tout seul, c'est très difficile. Il y a trop de choses à faire au sein d'une PME. Là. Ils sont pas capables de faire la production, la gestion des ressources humaines, les finances, la comptabilité. Ça finit plus. Fait que là, en plus, on leur demande de faire du marketing, de la gestion de communautés sur les médias sociaux, des photos, des vidéos, des reels. C'est trop. T'sais. Donc, oui, si l'équipe est trop petite, il faut l'externaliser relativement rapidement. Sinon, ils essaient de tout faire, puis finalement, ils le font pas. Parce que c'est tout le temps, on dirait, ce qui est négligé, là, parce que ça peut être négligé dans le sens que si tu fais pas ton rapport d'impôt à la bonne date puis que tu as de l'impôt à payer, ben toi, tu vas payer des intérêts. Mais ils se disent que s'ils font pas les publications sur les médias sociaux, ça paraît pas tout de suite, dans le sens que tes ventes vont pas diminuer instantanément. Tu sais. Mais à travers le temps, tu n'auras pas plus de visibilité, tu n'auras pas plus de clients. Et là, on va se ramasser avec une difficulté. Tu sais. Mm-hmm. La courbe est dure la pente est dure à remonter une fois que tu as perdu ton momentum aussi. C'est ça, c'est que c'est long. C'est long, puis les algorithmes des médias sociaux t'aident pas non plus. Si t'as pas de fréquence, t'as de moins en moins de visibilité. Et là, d'essayer de repartir la machine, c'est long avant que ça remonte, puis avant que l'algorithme te donne une chance aussi. Donc, t'es perdant des deux côtés. Hein. Absolument. Tu me stresses, là. Je vais écrire quelque chose. Est-ce qu'il y a des plateformes à privilégier en 2024 pour se faire voir en termes de référencement? Est-ce que c'est toujours le site web? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Comment tu vois ça? Oui, ben tu sais, on en parlait ensemble, Francis, tout à l'heure, tu sais, toi, tu nous parlais de backlink avec YouTube, tu sais, mais YouTube a longtemps été regardé comme étant un réseau social. Après ça a été linké avec Google Ads, parce que Google a acheté YouTube, donc on peut acheter de la publicité sur YouTube à travers Google, donc c'est plus rendu une plateforme publicitaire, mais c'est encore une plateforme où on met des vidéos, évidemment.
Et là, on peut même mettre les vidéos YouTube directement sur notre site web. Fait que, tu sais, il y a des plateformes comme ça qui sont un peu touche à tout, qui ont pris beaucoup de place dans l'espace aussi communicationnel au sein des consommateurs, au sein des entreprises, mais qui, au final, à force de faire un petit peu tout, est-ce qu'on se dit qu'ils vont peut-être diminuer leur efficacité puis être de moins en moins utilisés, tu sais? Et c'est une question que je pose là maintenant. Fait qu'il y a des plateformes comme ça, comme YouTube, que je trouve qui prennent beaucoup de place à plein de niveaux, qui sont super utiles, super utilisées aussi, sont pratiques, c'est facile, c'est user-friendly, tout est là, tu sais. Mais à un moment donné, à trop vouloir tout faire, est-ce que ça va perdre de son efficacité première? Fait que oui, il y a des plateformes comme celle-là qui gagnent en popularité. Tu sais, TikTok a un algorithme complètement extraordinaire au niveau de l'utilisateur. Là. TikTok, t'as pas besoin de regarder 150 vidéos pour qu'il ait saisi quel type de vidéo qui t'intéresse. Je veux dire, après quelques vidéos, il pousse juste des trucs qui intéressent les utilisateurs. C'est hallucinant. Par contre, il y a plein de problèmes au niveau de la confidentialité. Il y a plein d'entreprises qui ont complètement empêché, en fait, leurs employés d'avoir TikTok sur leur cellulaire. Fait que, wow. oui, c'est ça. Moi, j'ai des clients, en fait, que leur public cible est sur TikTok, mais qui refusent d'avoir un compte professionnel sur TikTok pour pas encourager ça, pour pas être là-dedans, pour pas s'associer, en fait, si on veut, avec une marque comme celle-là. Fait que, tu sais, et pourtant, TikTok a un algorithme hallucinant. Fait que, tu sais, à chaque plateforme a ses problèmes, je te dirais, puis chaque entreprise doit prendre une décision, finalement, où il va s'advertiser, où il va faire de la publicité, qu'est-ce qu'il va choisir. Tu sais. Google, je pense, reste encore le choix numéro 1, dans le sens qu'au niveau du ciblage, il y a du rabat. On a plein d'options de ciblage différents. Tu sais, les vidéos, c'est un ciblage différent que la recherche par mots-clés, que le remarketing, évidemment, que les utilisateurs du site web, que le display. Fait que, tu sais, Google a réussi, je trouve, à s'inclure un peu dans tous les types de ciblage, si on veut, en incorporant un peu de géographie là-dedans en plus. C'est dur à battre pour l'instant. C'est une plateforme publicitaire solide que tu peux choisir ton budget. Tu n'as pas l'impression non plus que l'argent disparaît n'importe comment, tu sais, dans le sens que quelqu'un qui est pas très à l'affût de comment fonctionne Meta, je trouve que c'est facile de se perdre, puis qu'il y ait 20 $ qui disparaissent, puis tu fais comme, mais il a servi à quoi ce 20 $-là? Tu sais, les rapports sont comme plus difficiles à aller chercher. Je trouve que c'est moins user-friendly, tandis que Google, on n'a pas l'impression de se faire avoir. Tu sais, on a des résultats, ça fonctionne, on a des clics, on a des ventes qui mènent à ça. Fait que c'est une plateforme qui, je trouve, est devenue de plus en plus solide à travers le temps, sans nécessairement trop compliquer l'utilisation de la plateforme, tu sais. Qui est un peu le contraire de Meta. Tu sais, puis j'en fais de la pub sur Meta, là, je veux dire, c'est un peu un mal nécessaire, mais c'est compliqué, Meta, là, c'est pas user-friendly. Quelqu'un qui va pas là, souvent, comprend rien. C'est difficile d'aller chercher des rapports pour quelqu'un qui est pas là-dedans, justement, tout le temps. Fait que c'est une plateforme qui, oui, permet de cibler, mais qui est rendue tellement complexe à utiliser au niveau publicitaire, au niveau business, que j'ai l'impression que c'est ça qui va les tuer au niveau business. C'est pour ça que les gens partent. Les entreprises veulent plus travailler avec Meta parce que c'est trop compliqué. Fait que les grandes plateformes, moi, que je vois qui font beaucoup de trucs pour l'instant, qui fonctionnent bien encore, puis qui sont en lesquels j'ai confiance, en tout cas comme professionnelle de l'industrie et comme consommatrice. Pour l'instant, Google et YouTube, qui sont ensemble en plus, là, on peut se dire la même affaire, là, mais c'est des belles plateformes, je trouve, pour l'instant. Utilises-tu, je pensais pendant que tu parlais, par exemple, des articles sur LinkedIn qui sont référencés? Est-ce que ça peut faire partie d'une stratégie SEO intéressante pour amener justement des backlinks, mais aussi te faire découvrir? Parce que probablement que LinkedIn est plus facile, un article LinkedIn est peut-être plus facile à positionner qu'un article sur un blog qui vient de commencer. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment sous-utilisé. Je trouve que les entreprises, les entrepreneurs, les gens du monde des affaires, je trouve qu'ils sous-utilisent beaucoup LinkedIn. On dirait qu'ils se rendent pas compte de la visibilité qu'on peut avoir avec ça. Personnellement, j'utilise beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de clients qui me proviennent de là aussi. On a une visibilité incroyable avec juste de l'organique sur LinkedIn. Hey, je paye même pas. Pour moi, là, pour mon entreprise, puis je paye pas de publicité sur LinkedIn et j'ai des retours hallucinants. Je vais le calculer quand même comme un retour sur investissement parce que j'ai investi du temps là-dedans. Mais la visibilité de LinkedIn, est assez hallucinante. Très, très sous-utilisée comme outil. C'est un peu décevant que la publicité coûte si cher pour si peu de résultats. Je veux dire, à un moment donné, ça va éclater. Là, je peux pas croire que ça fonctionne pas mieux que ça. Leur outil publicitaire sur LinkedIn, ça, c'est le drame de ma vie. Je trouve que ça serait tellement pertinent que ça marche mieux. Mais
ça serait le fun qu'il y ait plus d'investissement, je trouve, dans cette plateforme-là pour permettre plus de trucs, tu sais, envoyer peut-être plus d'infolettes personnalisées à même la plateforme sans être obligé d'utiliser un outil externe, tu sais, des trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup à faire parce que, tu sais, c'est vraiment un réseau d'affaires que les gens se montent là-dessus. Mais pour automatiser des trucs plus poussés, soit que ça n'existe pas, soit qu'il faut aller à l'externe, la publicité n'est pas efficace, tu sais, il y a comme... Ça prendrait un petit peu plus, je trouve. Là. Puis, tu sais, le visuel commence à être âgé aussi. Là. Ils n'ont pas... les profils personnels n'ont pas été... Ça n'a pas été revu de fond en comble depuis longtemps. Là. Ça accuse son âge un petit peu, je trouve. Absolument. Absolument. Mais je pense que c'est une belle opportunité là, pour les créateurs de contenu. Puis même, je pense que dans une stratégie globale SEO, d'aller chercher ces éléments-là qui sont gratuits présentement, je pense que c'est un plus. C'est ça. Puis ça reste longtemps. Aussi, tu sais, la visibilité de LinkedIn, c'est pas comme sur Facebook, c'est pas comme sur Instagram, c'est pas comme sur TikTok. Là. Quand tu fais un article, quand tu fais juste un post, là, simple de même, là, une publication organique, la visibilité dure pendant des jours. C'est hallucinant. Là. On a ça nulle part ailleurs au niveau organique directement sur une plateforme de médias sociaux. Là. Il y a rien qui peut nous permettre de toffer aussi longtemps au niveau de la visibilité. Fait que c'est super intéressant, ça reste là longtemps aussi, tu sais, c'est associé au nom, mais quand on le supprime, c'est supprimé pour vrai. Ça, par exemple, je vais leur donner ça. Là. Après ça, la publication est plus référencée, et puis, tu sais, c'est assez instantané. Là. Fait que j'avoue que ça, c'est un beau petit point positif, tandis que sur Facebook, Instagram, TikTok, t'as beau supprimer, t'as l'impression que ça reste là pendant des années. Là. Toujours. C'est vrai. C'est vrai. Dernière question en finissant, pour moi. Après ça, je vais laisser Jason parler parce que lui, j'ai pris contrôle du podcast. Les blogs, est-ce que c'est fini? Les blogs sur les sites web, c'est encore intéressant ou on parle plus de contenu, plus corpo de pages web? C'est la question à 1000$. Personnellement, j'ai un peu négligé mon blog depuis 1 an ou 2. J'ai diminué jusqu'à presque plus écrire sur mon blog à mesure que les IA prenaient de la place, à mesure que la création de contenu original diminuait au niveau de l'importance. J'ai mis mes efforts ailleurs. Peut-être que c'est plus une nouvelle façon d'écrire. C'est une façon qui va être plus personnelle, qui va mettre de l'avant les humains au sein de l'entreprise, les façons de faire des photos, des vidéos. Tu sais, ça va être une création de contenu qui va être différente de ce qu'on faisait avant, qui va être moins informative. Tu sais, les gens, je pense que les gens s'informent moins avec des blogs versus avec d'autres choses comme des podcasts. Ils écoutent des vidéos, ils regardent des... C'est ça. Fait que c'est une façon de s'informer qui va être différente. Fait que je pense que c'est une façon d'utiliser les blogs qui va être complètement différente aussi. Plus de vidéos, je pense. Définitivement. Oui, c'est ça. Tu sais, même vous êtes adapté là, dans le sens qu'avant vos podcasts, il n'y avait pas de vidéos. Maintenant, vous mettez des vidéos. Tu sais, c'est ça. Les gens, mais les gens s'informent beaucoup aussi avec les podcasts. C'est une sorte de création de contenu qui était un peu c'était moins la norme, disons, avant. Puis maintenant, les gens ont comme réalisé que c'était vraiment intéressant d'écouter des podcasts, que c'était le fun, qu'il y a plein de moments où tu peux écouter un podcast dans la vie de tous les jours, que ce soit pendant qu'on travaille, pendant qu'on conduit. Donc, ça devient comme super intéressant. Puis là, les gens apprennent des trucs, font du développement d'affaires, du développement personnel à travers ça. C'est magique, là. Absolument. Absolument. Nous, on était marginal quand on a commencé, c'est clair. Oui. Oui, un petit peu à l'avant-garde, je dirais, au Québec pour les podcasts. Oui, définitivement. Ouais. On se comparait souvent à un podcast américain qui joue encore d'ailleurs, mais ça fait des années qu'ils font ça, mais quand on a commencé, nous autres, il n'y avait rien comme ça. En tout cas, pas en français puis pas sur AdWords. Dans le temps, ça s'appelait AdWords. Oui, c'est ça. Mais en français, il y avait très peu de podcasts quand vous avez lancé. Là, même sur n'importe quel sujet, c'était très rare. Là. Oui. Pas grand-chose. Tout ce que j'écoutais à l'époque, c'était en anglais. Là. Exact. C'était ça. Oui. En tout cas, le temps file. Merci beaucoup, Émilie, de tout ton temps. On n'a pas touché le côté mots-clés finalement, mais peut-être un autre épisode, tu pourrais revenir. Oui, c'est ça. Quand vous m'avez invité. Avec plaisir. Puis tu pourrais nous poser des questions toi aussi, si tu veux, sur ce qu'on fait. J'ai tellement parlé. Mais c'est vraiment cool d'entendre ce que tu avais à dire. C'est super le fun. Okay, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Puis écoute, on espère se revoir bientôt. Ben oui, bye bye.